Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Première visite d'État du président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré en Guinée équatoriale. Une rencontre inédite sur les terres de son homologue équato-guinéen placé sous le signe de la coopération bilatérale. Au Bénin, le gouvernement a entrepris de pallier au déficit énergétique auquel font face les populations. Les autorités ont lancé le programme Énergie et eau pour la vie. Et puis au Gabon, la ville de Port-Gentil se modernise grâce à un vaste programme de transformation socio-économique. Le gouvernement veut donner une nouvelle dynamique à la capitale économique du pays touché par la crise pétrolière. Mais tout d'abord, au Kenya, le comité parlementaire interparti a une nouvelle fois exigé ce mardi 16 août la dissolution de la Commission électorale nationale. L'opposition accuse cette institution d'avoir truqué les résultats de la présidentielle de 2013. La coalition pour les réformes et la démocratie demande qu'une nouvelle commission composée de 9 commissaires soit créée avant le 8 août 2017, date des prochaines élections. La Guinée équatoriale a accueilli ce mardi 16 août le président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Première visite du chef de l'État burkinabé chez son homologue Teodoro Obiang Basogo depuis son élection en décembre 2015. Cette rencontre de 2 jours a permis aux 2 chefs d'État de renforcer la coopération entre les 2 pays. Un reportage de notre correspondant Léopoldo Nnemembaswe commenté par Wendiam Valentin Compaoré. Le président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, est en visite officielle en Guinée équatoriale sur invitation de son homologue Teodoro Obiang Basogo. La première qu'il effectue dans ce pays depuis son investiture le 29 décembre 2015. Une visite de 24 heures du président burkinabé à Malabo qui est une occasion pour les 2 chefs d'État de réaffirmer leur volonté de renforcer la coopération bilatérale. Mon pays est convaincu que c'est par la mutualisation des moyens et des efforts que nos États pourront relever les défis régionaux et internationaux auxquels ils sont confrontés. En effet, seule une Afrique unie peut se faire mieux entendre sur la scène internationale. La Guinée équatoriale et le Burkina Faso entretiennent de bonnes relations depuis des années. Le 8 octobre 2008, les 2 pays ont signé un accord cadre de coopération visant à dynamiser les liens de partenariat dans de nombreux secteurs de développement tels l'agriculture, le transport, les mines, l'éducation et la santé. La Guinée équatoriale partage avec le Burkina Faso l'ambition de la construction d'un État moderne où l'identité nationale est fortement préservée, où sont de même respectés l'indépendance et la souveraineté nationale, les droits de l'homme, la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion de la chose publique. Roch-Marc Christian Kaboré, âgé de 59 ans, a été élu président du Burkina Faso dans un contexte politique et sécuritaire difficile sur le continent. Cette visite en Guinée équatoriale souligne la volonté des pays de la sous-région de collaborer pour un développement commun. Énergie et eau pour la vie, c'est le programme lancé par le gouvernement au Bénin. Les autorités béninoises ont entrepris un vaste projet de production d'électricité et d'eau pour les populations. Un dessein pour éradiquer le déficit en électricité et en eau potable d'ici 2021. Un reportage de notre correspondant au Bénin, Leftiounou. Le déficit énergétique et l'accès à l'eau potable des populations béninoises sont des préoccupations pour les autorités béninoises. Au regard de l'état des lieux peu reluisant de la fourniture de l'énergie électrique et de l'eau potable dans le pays, le gouvernement a mis en place un vaste programme dénommé Énergie et eau pour la vie, dont l'objectif est de rendre disponible l'eau potable ainsi que l'électricité aux populations d'ici la fin du quinquennat du président de la République, Patrice Talon. Nous connaissons ces problèmes dont je vous ai parlé. Nous avons pris l'engagement que d'ici la fin de l'année 2016, il n'y aurait plus de délestage. Et vous le voyez dans une ville comme Cotonou depuis à peu près 1 mois, effectivement, il n'y a plus de délestage. Et nous allons travailler pour que dans toutes les grandes agglomérations, il en soit de même. Dans les zones rurales, nous travaillons également sur toutes les composantes pour faire en sorte qu'effectivement, là où il est possible d'avoir de l'électricité, il y ait de l'électricité de bonne qualité.
Les composantes du programme Énergie et eau pour la vie s'appuient sur les principales sources énergétiques disponibles dans le pays, notamment les barrages hydroélectriques, mais aussi des énergies renouvelables comme le solaire ou la biomasse. Pour ce qui concerne l'eau, les capacités de production de la Société nationale des eaux du Bénin seront renforcées afin d'atteindre les objectifs fixés. Il faut investir de manière très importante. Donc, par exemple, nous avons décidé de consacrer l'ensemble des ressources du MCA, donc de la coopération avec les États-Unis, à cette énergie-là. C'est plus de 225 milliards de francs CFA qui vont être investis dans cette électricité-là. Nous allons utiliser les moyens qui sont mis à notre disposition par la Banque islamique de développement, c'est très important, par l'Agence française de développement, c'est là aussi très important, et par la Banque mondiale, pour investir essentiellement dans l'énergie, comme je l'ai dit, l'énergie fossile, l'énergie solaire, la biomasse et l'énergie hydro. L'accès à l'eau potable au Bénin est effectif à 82% dans les zones urbaines. L'utilisation des adductions d'eau villageoises, des forages et des puits seront renforcées et exploitées pour ce qui concerne les zones rurales. Le programme Énergie et eau pour la vie soulagera les peines des populations des zones urbaines, périurbaines et rurales selon le gouvernement. Il assurera non seulement l'autosuffisance en électricité du Bénin, mais aussi réduira le coût de l'électricité afin de favoriser la compétitivité des entreprises nationales. Au Soudan du Sud, le nouveau vice-président Taban Dangay a demandé ce mercredi 17 août à son prédécesseur Riek Machar de se tenir à l'écart des affaires politiques du pays. L'ancien allié de Riek Machar a été nommé au poste de vice-président le 23 juillet 2016, après que Riek Machar ait quitté Juba à la suite de violents affrontements dans la capitale du pays. Riek Machar qui a quitté le pays dans la nuit du 17 au 18 août, une information donnée par son porte-parole. Au Gabon, depuis plusieurs années, les autorités ont entrepris un vaste programme de transformation et de redynamisation socio-économique dans la ville de Port-Gentil. La cité pétrolière tente de diversifier son économie pour faire face à la chute des cours du pétrole. La capitale économique du pays se modernise progressivement. Olivia Hieré-Dobré. Sur la voie de la diversification économique. La ville de Port-Gentil, deuxième ville du Gabon en nombre d'habitants, a prospéré grâce à l'exploitation du pétrole. Face à la crise pétrolière, plus de 2 milliards de francs CFA ont été investis ces dernières années pour maintenir la production. La ville a également enclenché un processus de diversification pour sauver son économie. Il y a des projets d'envergure, la construction d'une nouvelle raffinerie avec le groupe Samsung. Il y a des projets dans la pétrochimie. Donc il y a la zone franche de l'île Mandji qui est un élément important dans l'élément de diversification de l'économie de Port-Gentil. Et je pense que lorsque vous regardez tous ces éléments et vous les alliez à l'aéroport, qui est un aéroport international, et à la route qui relie Port-Gentil, non pas seulement au Gabon en tant que pays, mais au Gabon en tant que marché économique, vous comprenez bien que le potentiel futur de Port-Gentil est juste énorme. Depuis juillet 2014, le gouvernement gabonais a entrepris la construction d'une route de 12 mètres de largeur sur 93,7 km pour sortir Port-Gentil de son enclavement. Une voie de service permet déjà de relier la ville d'Omboué à Port-Gentil en 4 heures, mais dans des conditions encore difficiles. Le développement de cette infrastructure routière devrait permettre la mobilité des personnes et des biens entre Port-Gentil et le reste du continent. Il faut dire que pendant longtemps, lorsque le pétrole a été assez au plus haut niveau, lorsque la production était au rendez-vous, il y a des choses que nous avons oublié de faire parce que nous étions capables de les supporter financièrement. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui se fait, il y a une tendance à corriger le passé. Il y a un projet qui est mis en place par le gouvernement actuel qui est donc de relier Port-Gentil par la route, donc en attirant Omboué dans un premier temps et ensuite le reste du continent. Donc je pense que cela devrait jouer énormément sur le développement de Port-Gentil. Lors de l'inauguration en juin 2016 de l'aéroport de Port-Gentil, le président gabonais avait promis de rendre aux Port-Gentillais tout ce qu'ils avaient pu apporter au pays. Ce 17 août, alors que Port-Gentil et le Gabon tout entier fêtent les 56 ans d'indépendance, la vision du Gabon émergent à l'horizon 2025 semble en marche.
À la page sport, la Tunisienne Marwa Amri est entrée dans l'histoire de son pays ce mercredi 17 août. L'athlète a décroché la médaille de bronze en lutte libre aux Jeux Olympiques de Rio, la première médaille olympique de l'histoire de la Tunisie dans cette discipline. Il y a désormais 2 médailles au compteur de la Tunisie dans ces Olympiades. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.